Bonjour à toutes et à tous. Wow, on est plusieurs aujourd'hui. J'aimerais saluer toutes les écoles qui sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue à PER en direct. Mon nom est Océanique et je travaille pour le Bureau des affaires francophones ici à l'Université Laurentienne à Sudbury en Ontario. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette prochaine demi-heure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter professeur Jérôme Valdispule. Docteur Valdispule a une feuille de route très impressionnante. Il est professeur associé à l'Université de McGill. Il a aussi reçu 2 prix prestigieux, soit en 2012 et en 2013. Et depuis, il est auteur de 53 publications et conférences depuis 2002. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, merci. Donc, avant de commencer la présentation, j'aimerais vous mentionner rapidement quelques petites choses. Premièrement, nous allons avoir une période de questions vers les 11h15. Alors, n'hésitez pas à prendre des notes pendant la présentation et de préparer quelques questions. Toutes les questions pour le professeur sont bonnes et il est là pour les répondre. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été envoyées en avance, donc merci beaucoup pour ça. On va essayer d'en répondre le plus que possible, tout en répondant à celles qui nous sont envoyées en direct. Donc, comment faire pour poser vos questions virtuellement? C'est simple. Vous avez l'option Converser au bas de votre écran. Puis, il y a une section Chat, donc clavardage, qui va s'ouvrir. Et vous pouvez nous écrire vos questions. Il est important de sélectionner l'option Tout le monde avant d'envoyer vos messages pour que tous les classes puissent voir votre question et non seulement le professeur et moi. Donc, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à professeur Jérôme Valdispule. Merci, Annie. Merci d'être ici et j'espère que vous apprécierez donc, le sujet que je vais présenter. Pour présenter d'abord, je suis donc professeur en informatique, mais mon travail est en bioinformatique. Et donc, ça consiste en fait à développer des programmes informatiques qui nous permettent de comprendre comment notre génome, le génome humain marche. Alors pour commencer, je vais d'abord partager mon écran. Comme ça. Donc, mon travail, en fait, c'est d'arriver à comprendre comment est structuré, comment marche le programme le plus complexe jamais imaginé. Et le programme le plus complexe jamais imaginé, c'est votre génome. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une espèce de grand mot composé de 4 lettres qui représente en fait votre code génétique. Et pour vous donner une idée, en fait, à quel point ce génome est grand, ce que vous voyez là sur l'écran ne représente qu'une infime partie de votre génome. Et maintenant, pour donner une idée du degré de précision auquel ce génome est ajusté, vous pouvez vous dire que si vous changez une seule lettre dedans, il est possible que cela résulte en une maladie. Donc, il y a un degré d'optimisation en ce code qui est vraiment extrême. Et le but de la bioinformatique, c'est d'arriver à déchiffrer ce génome. Et typiquement, ce qui nous intéresse, c'est de prendre ces génomes, donc ces séquences d'ADN qui est à l'intérieur de toutes vos cellules, et que l'on pourrait représenter donc par un mot, donc une suite de caractères ACGT représentant les 4 nucléotides de base, et d'arriver à trouver dans ce mot quels sont les motifs. Donc là, j'ai souligné 2 motifs en rouge qui potentiellement portent des fonctions ou sont utiles à votre organisme pour encoder des fonctions particulières. Alors ça peut aller de la globine qui porte l'oxygène dans le sang à d'autres fonctions plus complexes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le génome humain donc, est très grand, mais maintenant, on a des techniques qui nous permettent, en une journée, 2 journées, pour un coût relativement modeste de quelques milliers de dollars, d'arriver à séquencer un génome d'une personne entière. À la fin,
ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec un grand mot composé des 4 lettres qui a 3 milliards de caractères. Alors, c'est très grand et le problème, c'est que quand on séquence un génome, donc quand on a ce génome, il ne vient pas avec un manuel. On ne sait pas où sont ces régions rouges, ces motifs importants que j'ai soulignés dans ma présentation. Alors, le rôle de la bioinformatique, c'est d'arriver à développer des outils qui vont nous permettre de retrouver ces mots importants, ces mots en rouge. Et typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser là un principe de base en biologie qu'on appelle l'évolution. C'est-à-dire que tous les organismes sur Terre, en première approximation, viennent du même ancêtre. On a tous évolué du même ancêtre. Donc, s'il y avait un très très loin passé, on vient du même endroit. Et ça veut dire que si on remonte dans le temps, on remonte beaucoup dans le temps, il est possible qu'on trouve un organisme avec un génome unique duquel on a évolué. Et ça nous donne un outil qui va nous permettre de retrouver ces motifs. Et typiquement, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va prendre des séquences d'ADN, des génomes de plein d'espèces, donc de l'humain d'abord, mais aussi du chimpanzé, du gorille, de l'orang-outan, du chat, du cheval ou d'un poisson, et on va les comparer. Et l'idée de cette technique, c'est de se dire que en alignant, donc quand je dis aligner, c'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment, donc chaque ligne représente le génome d'une espèce, et on va les arranger verticalement de manière à essayer de retrouver des régions que l'on dit conservées. Alors, c'est-à-dire que si maintenant vous regardez verticalement cette matrice, cet objet, vous allez voir que dans chaque colonne, on a essayé de mettre un maximum de fois la même lettre. Et donc là, par exemple, on voit dans cette région, il n'y a pratiquement que des A ici. Ici, il n'y a pratiquement que des T. Et si on prend toute cette région en orange ici, on voit que la région, en général, est bien conservée. Alors, si on fait ça à l'échelle des génomes, il se trouvera qu'il y aura des régions très conservées et d'autres qui seront moins bien conservées. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour arriver à prédire les régions qui sont fonctionnelles. Si on arrive à aligner, donc à créer ce genre de matrice qui montre les régions conservées, la région qui est conservée ici, a priori, a plus de chances d'être une séquence importante et un des motifs en rouge que j'ai montré précédemment, qui est un motif fonctionnel, une région de votre génome qui encode pour une fonction particulière et importante pour votre organisme. Alors, pourquoi c'est le cas? Alors, l'idée derrière, c'est en fait de se dire que si on retrouve la même séquence chez plusieurs espèces, donc le chimpanzé, le chien, l'homme ou un gorille, si on retrouve la même séquence, c'est parce qu'elle a été conservée au cours de l'évolution. Et si elle est conservée, ce n'est pas juste par chance. Elle est conservée parce qu'elle a une fonction particulière. Et durant l'évolution, notre organisme a essayé d'éviter que des mutations ou des altérations du code arrivent à cet endroit. Donc, le problème que je vous présente là, c'est un des problèmes les plus fondamentaux qu'on a en bioinformatique. Pour vous donner une idée, une des premières méthodes qui a essayé de résoudre ce problème, donc prendre des génomes et les aligner pour retrouver des régions conservées, est dans les 10 papiers les plus cités au monde. Donc, ça donne une idée en fait de l'impact de la résolution de ce problème sur nos connaissances en biologie. Et comme beaucoup de problèmes intéressants en biologie, il se trouve que c'est aussi un problème qu'on appelle difficile en informatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire difficile en informatique? Ça veut dire que si on veut faire le meilleur alignement possible à partir de ces séquences, donc retrouver le meilleur arrangement qui permette de retrouver le plus grand nombre de colonnes bien conservées, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer toutes les solutions possibles. Et quand on va faire ça sur plein de séquences qui sont très longues, donc qui ont, comme je disais, des milliards de caractères, vous pouvez prendre l'ordinateur le plus puissant que vous voulez. Si vous voulez trouver la meilleure solution,
vous allez peut-être passer des siècles à le faire tourner avant d'avoir une réponse. Alors, tout espoir n'est pas perdu, parce que beaucoup d'informaticiens ont travaillé dessus, et on est venu avec des méthodes qui permettent de calculer les alignements relativement rapidement, en espace de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, pour des séquences relativement courtes. Et donc de marcher d'un point de vue pratique, retourner des solutions. Mais ces solutions ne sont pas optimales. Ces solutions sont bonnes, mais peut-être qu'il y a mieux. Alors typiquement, ce que va faire un biologiste, une fois qu'il a son programme résolu par un ordinateur, il va prendre une interface qui va lui permettre de visualiser cet alignement que l'on voit ici et de l'arranger. Alors maintenant, ce que vous voyez ici, donc typiquement, dans la fenêtre, c'est un alignement de séquence tel qu'un biologiste va le voir et va essayer de l'optimiser pour le rendre un peu plus vraisemblable. Alors le problème maintenant que vous pouvez détecter, c'est de se dire que effectivement, on a une technique pour faire ça. Les biologistes vont venir éventuellement essayer d'améliorer cet alignement, mais on sait séquencer les séquences tellement vite à présent, on produit tellement de séquences de différents organismes, et la taille des problèmes est si grande qu'un seul biologiste, ou même une armée de biologistes, aura du mal à essayer d'arranger à la main tous ces alignements individuels. Alors, une partie du travail qu'on a réalisé dans mon groupe, c'est de se dire comment est-ce que ce problème peut être ce qu'on appelle externalisé. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut faire partager ce problème de manière à bénéficier de la participation alors, normalement, je vais changer d'écran maintenant. De faire participer des citoyens à cette tâche d'améliorer les alignements calculés par les machines. Et ça a un sens parce que vous n'en rendez peut-être pas compte, mais vous devriez, mais le cerveau humain est l'ordinateur le plus puissant qu'on a à disposition. Alors, sous certains aspects, les humains sont lents par rapport à des machines pour des calculs d'addition, de soustraction, mais on sait faire avec notre cerveau des choses très complexes, souvent basées sur notre perception visuelle. Donc, quand tout ce qui est relié à l'image, qui est de comprendre comment marche une image, comment est structurée une image, il se trouve que notre cerveau a été optimisé pour résoudre efficacement les problèmes liés aux images. Et maintenant, si vous vous rappelez l'interface que j'ai montrée à propos des aliments, vous remarquez que les interfaces qu'on utilise pour améliorer les aliments sont très visuelles. On met des couleurs sur les différents nucléotides pour arriver à détecter facilement lesquels sont similaires. Et on essaie de créer des patterns qui sont des colonnes de couleurs identiques. Alors, l'idée ici, c'est de se dire, une fois qu'on a un aliment donc, qui est fait, qui a été construit par l'ordinateur, au lieu de demander à un biologiste qui n'aura pas le temps de le faire parce qu'il a d'autres choses à faire ou parce qu'il n'en a pas assez, d'améliorer l'aliment de l'ordinateur, eh bien, on peut à la place demander à n'importe qui, donc à moi, à vous, à n'importe quel citoyen, de faire la tâche. Et pour faire cette tâche efficacement, pour le rendre populaire et la rendre accessible à un nombre maximal de personnes, dans mon laboratoire, nous avons développé le jeu que je vous montre ici, que l'on appelle Philo. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez accéder à philo.cs.mcgill.ca et qui vous permet en fait de jouer avec un alignement simplifié d'ADN. Alors, l'idée, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est de dire que chaque séquence, donc chaque bloc de couleur que vous voyez ici, représente un nucléotide de votre ADN.
Et votre but, donc, c'est bouger les blocs à droite ou à gauche de manière à faire apparaître des colonnes de couleurs identiques. Et quand votre alignement ici correspond, est au moins aussi bon que celui qui a été calculé par la machine, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite et ajouter de nouvelles séquences. Et donc, l'idée, c'est on a simplifié le jeu de manière à rendre très accessible et très simple, un peu comme un Tetris. Il suffit de bouger des blocs à droite, à gauche, avec l'idée de créer des colonnes de même couleur, de manière à faire participer le plus grand nombre de personnes à l'expérience et de rendre le problème le plus accessible possible et compréhensible. Et donc, nos travaux, et c'est là-dessus que je vais terminer, après je pourrai répondre à vos questions, si vous voulez plus de détails sur le jeu, comment on le joue, etc., ont montré qu'effectivement, en appliquant cette technologie ici, on pouvait jusqu'à entre 70 et 90% des aliments produits par les machines. Et donc, ça nous permet en fait d'améliorer tous les aliments qui sont dans les bases données à l'heure actuelle utilisés en biologie. Et donc, le programme tourne depuis 2010. On a eu plus d'1 million de soumissions dessus. Le programme tourne et vous pouvez le jouer donc à philo.cs, McGill.ca. Et je serai content de répondre à vos questions à partir de maintenant. Merci beaucoup, professeur. C'était fascinant. Je me lance après quelques questions qui nous ont été envoyées en avance. La première question, c'était, ça fait combien de temps que les gens en sciences tentent de décoder le génome humain? Alors, c'est une bonne question. Si on parle du génome, il faut dire qu'on a commencé à essayer de le comprendre, le génome complet, à partir du moment où on avait les données. Donc, le génome, si on parle du génome humain complet, on va dire que le programme qui a permis de séquencer les premiers génomes est apparu, donc a commencé dans les années 1990, et a produit les premiers résultats au début des années 2000. Après, un peu avant, on peut remonter dans les années 60, donc 66 avec Sanger, 70, où on savait déjà faire le séquençage. Donc, on avait des données de séquence, mais c'est que des petits bouts de séquence qui encodaient que des petites fractions du génome. Donc, si on parle du génome humain, c'est, on va dire, le début des années 2000. Parfait. Une autre question, puis si vous voulez, votre écran est encore en partage, donc si vous voulez juste fermer votre écran, ça va être un peu plus facile. Parfait, merci. Puis une autre question, c'est est-ce que toutes les modifications de l'ADN créent des maladies? Non. Et c'est en fait pour ça qu'identifier les régions fonctionnelles est important. Donc, ce que je montre en rouge, ou les régions conservées que nous avons détectées avec les alignements de programme et avec Philo, sont les régions importantes parce qu'elles ont, a priori, elles codent pour des informations fonctionnelles. Et donc, c'est celles où une mutation peut potentiellement casser une fonction et résulter en une maladie ou une malfonction. Mais après, il y a des zones buffer entre elles où des mutations peuvent être harmless, donc ne sont pas forcément dommageables. Et en fait, on a même envie que notre génome puisse avoir des mutations constamment parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est la force interne qui permet en fait de créer de la diversité à partir d'un génome et potentiellement de découvrir de nouvelles fonctions qui vont nous permettre d'être mieux adaptés à notre milieu. Donc, avoir les mutations, c'est important. Si on n'a pas de chance, ça tombe au mauvais endroit. Mais si on a de la chance, ben, ça peut potentiellement nous procurer un avantage aussi. Parfait. Puis, donc, vous avez parlé au sujet de la biologie et de la science informatique. Voulez-vous nous parler un peu de votre parcours? Est-ce que vous êtes biologiste ou plus science informatique? À la base, je suis plutôt mathématicien. Donc, pour ce qui est de mon bac et de ma maîtrise. Et donc, j'ai viré pour mon doctorat. Donc, j'ai commencé à faire
ce qu'on appelle l'algorithmique, c'est en fait une partie de mathématiques discrètes. Donc, c'est les mathématiques de l'ordinateur, on va dire. Une partie des mathématiques de l'ordinateur. Et je commençais à être curieux à ce moment-là. Je me disais, enfin, on a toujours été curieux, mais j'avais envie de connecter un peu ou d'appliquer aussi un peu mes connaissances à d'autres sciences. Et la biologie, et donc c'était dans les années 2000, et c'est là qu'on parle du génome humain au début, quand les premiers génomes humains commencent à sortir, donc les données de séquençage massif commencent à être là, et donc ça a un peu généré de l'intérêt qui fait que la biologie a beaucoup de données qui nécessitent d'être analysées. J'ai des connaissances en algorithmique, donc en informatique et mathématiques, qui est de développer des programmes pour analyser les données. Alors, pourquoi ne pas les appliquer à la biologie? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé durant mon doctorat à m'intéresser à l'informatique appliquée à la biologie. Et puis, ça m'a plu, donc j'ai continué. Wow. Est-ce que vous auriez des suggestions pour des jeunes élèves qui sont intéressés par l'utilisation du codage ou des sciences informatiques dans d'autres domaines tels que la biologie? Des suggestions en termes d'activité? Activités, parcours, des choses pour améliorer leurs connaissances à leur âge. Alors, je peux donner des expériences basées sur mon expérience. Oui, c'est clair. Mais en même temps, ce que je veux souligner, c'est que mon expérience n'est pas forcément la seule chose à faire. Ça va dépendre de chacun. On a chacun des manières de fonctionner différentes, et donc chacun doit trouver sa propre voie. Les manières d'apprendre ont beaucoup changé au cours des années. Pourquoi? Parce qu'on a le web. Si on est aujourd'hui en fait capable de se réunir à distance et à partager de l'information comme ça, c'est parce qu'on a la technologie du web qui nous permet de nous connecter et d'interagir facilement. Alors, si ça avait été il y a 30 ans, peut-être j'aurais dit il faut aller à la bibliothèque, prendre un livre et travailler très dur là-bas. Maintenant, l'avantage, c'est que si on est curieux, on peut facilement trouver plein de matériel très utile sur le web. La première chose, c'est être curieux, c'est être capable de rechercher l'information sur le web qui nous intéresse. Et il y a plein de cours en ligne, il y a plein de blogs qui décrivent, qui expliquent comment faire ça. Si on veut avoir des activités, il y a beaucoup aussi de ce qu'on appelle de hackathon maintenant. Donc, c'est des réunions de codeurs. On va se réunir ce week-end et pendant 48 heures non-stop, on va se mettre devant notre machine et on va travailler très fort pour résoudre un problème tous ensemble. Okay. Et donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas quand moi j'étudiais, mais qui maintenant me semblent très importantes à faire aussi, parce que ça permet d'être impliqué, de partager le savoir. Il y a des technologies fantastiques maintenant avec la technologie du web, et il faut en profiter. Donc ça veut dire essayer de voir les différents événements organisés localement à côté et retrouver des blogs. Et puis, quelque chose aussi d'important, c'est les gens peut-être ne s'en rendent pas compte, mais nous, en tant que professeurs d'université, on adore partager notre savoir. C'est ce qu'on sait faire. On ne pourra pas rendre un professeur plus content que lorsqu'on va le voir et on lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» et montre-moi ce que tu fais. Donc, on peut même envoyer des emails, c'est randomly, comme ça, aléatoire, juste parce qu'on a envie de s'intéresser à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est dans une université qu'on est dans une tour d'ivoire. On ne doit pas être dans une tour d'ivoire. On est là pour rendre un service, pour faire progresser la société. Et donc, c'est important de pouvoir nous connecter toute personne qui a un savoir ou qui fait quelque chose qui nous intéresse. Et quand je dis c'est peut être un savoir, ça peut être manuel ou intellectuel. Mais c'est juste, il faut partager, il faut communiquer en fait. Parfait. Donc, je crois que c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup encore à vous, professeur. C'était vraiment fascinant. Puis, à bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.